Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h européen. Donc voici le sommet. Grincement de dents sur le site de chantier administratif d'Arros-Oubeta. Plusieurs dizaines de travailleurs ont pris d'assaut les accès du site pour dénoncer les nombreux abus dont ils seraient victimes de la part de l'entreprise en charge des travaux. Bien entendu, manœuvres ouvriers clament leur ras-le-bol face au mauvais traitement devenu courante sur le site. Ensuite, sortie officielle du nouveau chef traditionnel Dafi Zungo. Cette apparition publique vient définitivement clôturer le processus de succession du roi Tozé. L'événement intervenu a été l'occasion pour les filles et fils de faire allégeance, mais aussi exprimer leur joie et leur fierté. Les réjouissances ont connu la présence des cadres natifs de ce village situé dans l'arrondissement d'Aklampa à Glazoué. Et puis ensuite, à quoi ressemble la vie des habitants dans le quartier Djekuta? Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Les habitants de ce quartier peinent à vivre. Manque d'eau et d'électricité. Vous verrez dans les images dans un instant et les témoignages d'un habitant qui nous connaît bien entendu dans ce 13 européen. Madame, Monsieur, à nouveau bonjour. Merci si vous nous rejoignez. Grogne ce mardi sur le site du chantier de la cité administrative d'Arros-Oubeta. Plusieurs dizaines de travailleurs ont pris d'assaut les accès du site pour dénoncer les nombreux abus dont ils seraient victimes de la part de l'entreprise en charge des travaux. Manœuvres ouvriers clament leur ras-le-bol face au mauvais traitement devenu courante sur le site. Bien entendu, ils en appellent aux autorités dont ils espèrent une descente sur le site afin de voir la situation. Bien entendu, de plus près, Nagui Balagbe, Moufi de Sabouran. Ce mardi, le ton est vite monté. Ici, sur le chantier de la cité administrative d'Arros-Oubeta, plusieurs dizaines d'ouvriers en furie ont pris d'assaut l'entrée du site et dénoncent les abus dont ils sont victimes et le mauvais traitement devenu récurrent. Ce qui se passe ici ce matin, ce sont nos mauvaises conditions de travail actuelles que nous sommes en train de mener sur ce site, sur la cité administrative d'Arros-Oubeta, un projet du gouvernement. Il y a 83 ouvriers qui seront sélectionnés et qu'on va les transformer en type de manœuvre. Que ces 83-là n'ont plus le droit de gagner leur salaire en tant qu'ouvriers, qui seront des manœuvres s'ils ne veulent pas de partir. Monsieur le Président, nous sommes de 5 ans qui ont été représentés dans cette maison. Ils ont renvoyé tous les 4. Une situation de plus en plus insoutenable et qui ne leur laisse guère d'autre choix que de se faire entendre. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est cette nouvelle décision prise par les responsables du site de rétrograder plusieurs dizaines d'entre eux. Actuellement, aujourd'hui, le salaire de l'ouvrier dans cette maison est à 2740 francs, soit 340 francs par heure. Manœuvre, ça veut 280 par heure. 280 par heure. Ils font de l'harcèlement sur le site. Un corvée, moi à mon âge, on me donne un corvée. 80 mètres de profondeur, 80 cm de profondeur, 80 cm de largeur et 12 mètres de longueur. On me dit corvée, ici au Bénin, en tant qu'ouvrier. Les HSE, même là, n'ont plus de parole. Aéramé Conseil est dans la maison. Maintes fois, nous sommes allés prêcher à Aéramé Conseil. Il sait très bien, le docteur est au courant de tout. Et pourtant, 20. Rapprochés, les responsables de l'entreprise en charge des travaux dégagent toute responsabilité quant à la situation qui prévaut actuellement et pointent du doigt une société à qui ils auraient confié la gestion et l'organisation du site. Ils se disent toutefois préoccupés par la situation à laquelle des solutions seraient en étude. Regarde, c'est-à-dire que les plus détails, c'est-à-dire qu'il faut demander le directeur de la société Corriche. Vous comprenez, c'est une société spéciale que nous avons confiée de travailler chez nous pour bien organiser et gestion le chantier. C'est la situation sous contrôle. Nous sommes en train de chercher la solution déjà.
Et bien voilà, c'est donc là la situation sur le site de chantier de la cité administrative d'Arrossou, Beta, où plusieurs dizaines de travailleurs ont pris d'assaut les accès du site pour dénoncer les nombreux abus dont ils seraient victimes. Le centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin a procédé ce lundi au lancement de son recueil de procédures. Il s'agit d'une mise à jour du document qui sert d'outil de travail des arbitres dans le cadre du règlement des litiges. C'était à la faveur d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée à Cotonou en présence des acteurs du droit, des opérateurs économiques à Limomoni, Henri Ganti. Voici le nouvel outil de travail des arbitres du centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin, CAMEC. Un recueil d'environ 60 pages qui contient les procédures de règlement des litiges en cas de recours aux modes alternatifs. Pour son lancement, le président du CAMEC le transmet officiellement aux arbitres, conciliateurs et médiateurs du centre. Ces procédures constituent avant tout un outil de travail pour nos partenaires, à savoir les arbitres, les médiateurs et les conciliateurs, mais également un outil d'accompagnement des opérateurs économiques dans le cadre, pas seulement du règlement des litiges, mais aussi de celui qui nous semble le plus pertinent, à savoir leur prévention. Le recueil est reparti en 4 chapitres essentiels avec en annexe les barèmes appliqués au CAMEC. C'est une mise à jour des procédures du centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation pour arrimer leur méthode à l'évolution des normes nationales et internationales. Après 16 années de pratique de ces procédures, des insuffisances et difficultés ont été observées dans l'application des tests. C'est dans ce contexte que le processus de relecture a été enclenché en juin 2021 et a connu plusieurs étapes qui ont permis d'obtenir ce chef-d'œuvre. Le document, qui devrait également servir les chefs d'entreprise, leur est expliqué au cours de la cérémonie de lancement. Et désormais, les avantages sont encore plus nombreux pour faciliter un règlement des litiges par le recours aux modes alternatifs. Et puis justement, dans la suite de ce trésor au Bénin, respect du prix de vente de l'huile végétale, le ciment, la farine de blé fixé par le gouvernement dans le département du Mono. Le préfet Bienvenu Meloran est descendu sur le marché de Lobogor pour faire le constat, accompagné d'une équipe de la direction départementale de l'industrie et du commerce. Ils ont ensemble sillonné les boutiques à l'effet de sensibiliser à nouveau les commerçants de type Véro. Teddy Goudalo, Florent Dehou. La descente de la direction départementale de l'industrie et du commerce et du préfet du département du Mono dans le marché de Lobogor est plus ou moins satisfaisant. Le prix de vente des produits tels que l'huile végétale, le ciment et la farine de blé fixée par l'État est pour la plupart respecté. Donc de façon définitive, on peut dire que jusqu'ici, les prix fixés par le gouvernement sont observés dans les marchés. Mis à part la situation dans les dépôts de ciment, ici nous avons pu observer un dépôt de ciment qui nous dit ne pas être opérationnel, mais dont les carnets de notes prouvent que jusqu'à ce jour, des ventes ont été opérées. Avant notre arrivée, certainement, il y a eu dissimulation des produits, dont une convocation a été adressée à ces derniers pour qu'ils puissent justifier leur comportement et prendre des engagements nécessaires pour se conformer rigoureusement aux décisions prises en Conseil des ministres. Mais à Lobogor, ici, nous nous sommes rendus compte que des commerçants stockent des marchandises dans des domiciles, ce qui est contraire aux tests réglementant les activités commerciales. Donc nous avons profité de l'occasion pour les sensibiliser sur cet aspect. Il n'est pas admis que l'on stocke des produits destinés à la vente dans les domiciles. Donc les marchandises doivent être stockées dans des magasins étiquetés au nom de l'entreprise qui les détient. Donc les lieux retenus pour stocker des marchandises dans des domiciles, même si c'est à la maison, c'est bon, mais il faut mettre une enseigne commerciale qui identifie l'endroit comme un magasin appartenant à telle ou telle entreprise. Le non-respect des mesures gouvernementales face à la cherté de la vie est passible de sanctions. Le préfet Bienvenu Meloran appelle à la veille citoyenne sur son territoire de compétence afin de décourager les commerçants véreux.
Cérémonie de clôture de l'édition 2022 de la conférence nationale N-Connect. Le rendez-vous a encore réuni cette année les volontaires de l'opération Enfants de Noël du pays. Pendant 4 jours, les participants ont célébré Jésus. C'est aussi l'occasion pour eux de faire le bilan de la saison 2021-2022 de l'opération Enfants de Noël et de définir les stratégies pour une prochaine année d'activités plus fructueuses. Détail avec Imet Elena Moussou. Le rassemblement est annuel. Il est souvent l'occasion pour les organisateurs et les participants de faire le bilan d'une année d'activité et de définir les perspectives. La conférence N-Connect regroupe les volontaires de l'opération Enfants de Noël au Bénin. Pour la saison 2021-2022, 35 797 enfants ont reçu des boîtes à cadeaux. Ces moments de partage ont été mis à profit pour leur apporter la bonne nouvelle de l'évangélisation. Je voudrais avant toute chose vous remercier pour votre indulgence, votre esprit d'abnégation. Vous êtes des volontaires, vous n'êtes pas des salariés, mais vous avez saisi la vision. Cette vision qui est de gagner les enfants à Christ. L'opération Enfants de Noël vise à démontrer l'amour de Dieu de façon tangible aux enfants nécessités à travers le monde. Et nous faisons cela en partenariat avec l'église locale pour annoncer l'évangile à travers des boîtes cadeaux qui sont distribuées gratuitement à tous les enfants. Pas seulement des enfants qui sont dans l'église, mais les enfants de la communauté. Réunis à Boïcon pendant 4 jours, les membres des différentes délégations venues de toutes les régions ont une fois encore célébré Jésus. Ces volontaires ont eu à suivre plusieurs séances de renforcement de capacité. De retour sur le terrain, ils ont pour mission de travailler davantage à donner plus de visibilité aux actions de Samaritan Spurs et donc évangéliser plus d'enfants et d'autres personnes. Et je tiens ici à dire un grand merci au ministère des Affaires sociales pour l'accompagnement constant qu'ils apportent au projet de l'opération Enfants Noël au Bénin. Grâce à leur implication, les conteneurs sont reçus. Et nous voulons dire aussi merci au ministère des Finances et puis à la douane, à tous les agents qui chaque année sont à pied d'eux pour faciliter l'obtention de l'exonération. Je voudrais vraiment que nous puissions renforcer le partenariat pour continuer cette lutte et que nos enfants puissent grandir dans de bonnes conditions. Le thème retenu pour les assises cette année est intitulé « Renforcer la prière ». Au-delà d'une invite à travailler en équipe pour la saison qui s'annonce, prédicateurs et distributeurs sont également appelés à fédérer les énergies pour des résultats plus probants. Sans la prière, on ne peut rien. Donc Jésus est le cep, nous sommes les sarments. Et tant que nous ne sommes pas rattachés à lui, on ne peut pas être nourri par le sève qu'il est. Donc il faut prier en toutes choses. Et Jésus nous a montré le modèle dans la Bible. Et en considérant les défis qui sont de plus en plus croissants, renforcer la prière est une thématique de première importance à travers lequel nous avons engagé les partenaires. Repartis chez eux plus galvanisés, les participants à cette conférence pour la poursuite de leur mission sont autorisés à sélectionner les équipes de partenaires de ministères. C'est à eux que revient également la charge de former les moniteurs et monitrices qui vont prêcher l'évangile dans toutes les localités du pays. Je vous l'annonçais en titre sortie officielle du nouveau chef traditionnel d'Afizungo. Cette apparition publique vient donc, bien entendu, définitivement clôturer le processus de succession du roi Tosé. L'événement intervenu a été l'occasion pour les filles et fils de faire allégeance, mais aussi exprimer leur joie et leur fierté. Les réjouissances ont connu la présence des cadres natifs de ce village situé dans l'arrondissement d'Aklampa à Glazoué. Vos reportages. Le village d'Afizungo, dans l'arrondissement d'Aklampa, a enfin un nouveau chef traditionnel. Da Akpovi Aïdeji 5 à Corinto Zumfa a fait sa première apparition publique. Cette sortie vient clôturer la série de rituels qui consacrent son intronisation. Le conseil d'arrondissement a accepté ce chef traditionnel. Donc nous allons travailler avec ce nouveau chef en complicité avec les associations de développement. C'est nécessaire pour le développement de notre localité qui est l'arrondissement d'Aklampa. Il va rester longtemps sur le trône. Tout ce que ses prédécesseurs ont fait, il va le faire plus que ça. Quand on est roi, c'est pour résoudre les problèmes, puisque nous en avons suffisamment ici. Les problèmes de terre, ce sont des affaires récurrentes. Et à Afizungo, nous avons 2 villages administratifs. Donc il est le chef de hommes et femmes de ces 2 villages administratifs. Désigné par l'oracle,
Dans Akpovi Aïdéji 5, à Corinto Zumfa est le successeur du roi Tosé, parti rejoindre les ancêtres en 2018. La vacance de trône observée depuis lors a pris fin il y a quelques semaines. Assis confortablement dans son hamac, le nouveau chef, porté par des bras valides, a fait le tour de tous les territoires sous sa juridiction. Derrière le cortège, on pouvait remarquer la présence des dignitaires et cadres natifs de la localité ainsi que la population. C'est maintenant l'occasion pour que la population d'Afizungo ait son leader. Et ce leader traditionnel va porter la voix de nos populations partout dans les instances culturelles. Et l'arrivée de ce nouveau chef traditionnel va permettre à la population, à la jeunesse, de prendre conscience des enjeux de développement de notre localité. Sans chef, il y a du désordre. Mais avec un nouveau chef traditionnel, les gens vont se discipliner. Que la jeunesse se mette au travail et que le nouveau chef traditionnel nous aide à révéler davantage Afizungo. Le conseil que je lui donne, c'est de tout faire pour unir les filles et fils d'Afizungo, pour que le développement de la localité suive la population. Il doit les écouter, prendre leurs doléances en compte et essayer de régler les conflits. Les manifestations permettent au nouveau chef d'asseoir son autorité sur les différentes localités qui composent le village dont il a désormais la charge. Son avènement vient mettre fin à plusieurs années de déséquilibre spirituel dans les couvents et autres lieux de culte du village, appelé à préserver non seulement le patrimoine culturel et cultuel. Dans Akpovi Aïdéji 5 à Corinto Zumfa doit aussi veiller au bien-être de tous. L'autre mission principale est de consolider les liens entre les filles et fils de la localité et les amener à œuvrer ensemble au développement d'Afizungo. Les grossesses en milieu scolaire, on n'a pas la présent. À quelques jours de la rentrée scolaire, nous revenons sur le nombre de cas de grossesse enregistrés dans 2 collèges de Cotonou, à savoir les CEG L'Entente et Filleillon l'année scolaire passée, pour aiguiser la vigilance des parents, d'élèves et des enseignants également. Le nombre de cas de grossesse et les conséquences engendrées sont stupéfiants. Le diagnostic de ce mal est clairement posé par quelques filles élèves rencontrées dans leur salle de classe pendant les cours. Une enquête réalisée par Idrissou Boukari. Les grossesses en milieu scolaire deviennent de plus en plus une préoccupation majeure pour les chefs d'établissement et même pour le gouvernement. Le phénomène flambe et interpelle plus d'un. Au CEG L'Entente, le point des cas de grossesse enregistrés ces 2 dernières années est ahurissant. 23 filles sont tombées enceintes en pleine année scolaire. Non loin de là, le CEG Filleillon affiche à son compteur une dizaine de cas rien que pendant l'année scolaire dernière et une vingtaine de cas l'année précédente. Au CEG L'Entente, les cas de grossesse sont légion. Ce qu'on constate généralement, c'est qu'elles viennent jusqu'au moment où elles n'arrivent pas à supporter. Alors là, on observe des abandons. Elles ne viennent plus jusqu'à l'accouchement. Et elles perdent comme ça l'année. Et l'année suivante, certaines cherchent à revenir et reviennent si elles peuvent continuer les cours. Ici, notre particularité, c'est que nous entretenons de bonnes relations avec les filles enceintes, de sorte qu'il n'y ait pas du tout de discrimination. Parce que les ONG avec lesquels nous travaillons ici forment nos enfants, nos apprenantes surtout, à ne pas se moquer de leurs sœurs, de leurs camarades qui tombent enceintes. Les auteurs de ces grossesses sont pour la plupart des riverains au quartier, des artisans, des commerçants et dans certains cas des camarades élèves. Conséquence, les filles ont dû abandonner les salles de classe et seulement quelques-unes ont eu le courage de reprendre après la période de maternité. Des cas d'avortement clandestin ont été également signalés. Les causes sont multiples, mais la principale est liée aux conditions de vie de ces jeunes filles. Les parents sont au banc des accusés. Ce qui cause ça souvent, c'est l'irresponsabilité des parents. Parce que si la fille a des besoins à la maison, la fille n'est pas bien traitée, elle a des besoins. Et puis arrivée à l'école, elle voit ses copines, genre, tout habillées et puis tout. Et elle a des envies. Et puis un garçon vient lui proposer des trucs. Si elle veut subvenir à ses besoins, elle ira facilement faire ce gain. J'ai appris qu'au CEG L'Entente, il y a plusieurs cas de grossesse. Bon, les
On peut dire que les causes de la grossesse non désirée est surtout du côté des parents et les enfants. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de besoins. Et puis pour subvenir à mes besoins, je suis obligée de faire de petits jobs. Mais toutes les filles ne sont pas conscientes de ça. Il y a d'autres qui abusent des filles pour dire que si tu me donnes le sexe, je vais te donner tel argent, je vais te faire ci pour subvenir à tes besoins. Donc les enfants sont laissés à eux-mêmes, ils vont à la recherche des sous et vont voir surtout les ouvriers qui sont tout autour des écoles là. Ces petites filles-là vont vers ces ouvriers-là pour chercher de l'argent. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ils vont vers les garçons et c'est la grossesse qui pénètre. Plus de 90% des filles concernées viennent des milieux affectés par la misère et le risque est là. Selon les statistiques, tout commence à partir de la classe de 4e. L'âge de puberté est acquis et la tentation devient grande. On a envie de se lâcher, de tout essayer, sans tenir compte des risques potentiels de ce projet. Les grossesses en milieu scolaire engendrent de graves conséquences. Les conséquences, c'est la grossesse, c'est les maladies sexuellement transmissibles. C'est quoi encore les fistules au cours de l'accouchement. Ils ont des problèmes de l'accouchement et ça amène parfois à quoi? Au décès de la fille. L'enfant, même si on ne le renvoie pas de l'école, l'enfant vient, mais il n'arrive plus à suivre le cours comme cela se doit. Il va sentir des malaises, ou bien peut-être aujourd'hui il ne s'est pas réveillé, il ne s'est pas bien réveillé, tout ça là. Donc ça agit sur ses résultats. Si on prend 10, à peine 3 reviennent. Alors que le ministère a pris une de services les autorisant même à suivre les cours, même étant grosses. La lutte contre les grossesses en milieu scolaire reste un vaste chantier et les actions de sensibilisation des filles s'avèrent l'une des armes. C'est ce à quoi s'attellent certaines ONG partenaires des écoles, à l'image de Iradip ONG qui œuvre dans ce sens depuis plusieurs années. Nous avions constaté depuis bientôt 3 ans que les grossesses en milieu scolaire sont en nette progression. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous nous sommes dit, il faut aller au contact de cette cible-là. Il faut procéder à des sensibilisations. Donc, par conséquent, nous nous sommes dit qu'il faut vraiment faire quelque chose au profit de ces enfants-là. Parce que le chef de l'État de demain, c'est ce qu'on aura fait de l'enfant d'aujourd'hui. Le sexe et l'école ne font pas bon ménage et certaines filles l'ont appris à leurs dépens. Les parents sont appelés à ouvrir le débat sur la sexualité avec leurs filles à la maison et surtout essayer de subvenir à leurs besoins pour freiner la progression des grossesses en milieu scolaire. La combinaison des efforts de l'école, des ONG et du gouvernement pourrait contribuer à l'épanouissement des filles et l'atteinte de l'objectif zéro grossesse en milieu scolaire prôné par Plan International Bénin. Alors nous allons pour finir vous embarquer dans une aventure. Ce n'est pas pour faire du tourisme, mais à la découverte d'un quartier de la commune d'Abomey-Calavi où les habitants de ce quartier peinent à vivre. Manque d'eau, d'électricité et j'ajouterai des problèmes d'inondation en temps de pluie. Il s'agit de Djekpota. Nous sommes bel et bien à Abomey-Calavi, devenue aujourd'hui commune à statut particulier, située à environ 1,5 km de la voie inter-État Cotonou-Lomé. Reportage de Ali Moumouni et des Rompévi. Cet espace est un ancien site de dragage de sable. Juste derrière se trouve Djekpota, un quartier de l'arrondissement de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. Ici, il y a au total 4 carrières, dont 2 à l'entrée du quartier. Depuis l'installation des structures en charge des opérations, les populations de Djekpota vivent une nouvelle réalité, l'inondation. Nous avons 4 sites de dragage qui entourent Djekpota. Vous voyez, et par l'exploitation qu'ils font là, ça fait que ils bouchent les couloirs naturels de circulation d'eau, si bien que l'eau nous envahit dans les maisons. Vous voyez la rue qui est derrière moi là, c'est une rue qui n'était pas inondée, il n'y avait pas de l'eau. Mais depuis qu'ils ont fermé là où l'eau doit passer, l'eau nous envahit. À notre descente sur le terrain, tout le monde nous ouvre ses portes. Chacun veut montrer les difficultés qu'il rencontre. Cette dame, par exemple, a insisté pour que nous filmions la cour de sa maison inondée. Les rues sont pleines d'eau et enfants et adultes
sont contraints de jouer les bas thraciens. Donc, nous bloquons nos activités malgré ça, si on tout face à ce phénomène d'inondation, les populations pointent de doigt un promoteur en particulier. Selon les informations glanées sur place, celui-ci ne serait pas ouvert à la discussion. Et plus loin, il y a une autre carrière, un site qu'un promoteur gère. Et ici, il a installé un dallo pour permettre la circulation fluide de l'eau. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Celui-ci, en s'installant, a bouché, il a pris sa fourchette pour boucher le passage de l'eau. Mieux, il a installé sa manne financière dans la cuvette, ce qui doit permettre, ce qui a obstrué le passage de l'eau, et c'est ce qui a même provoqué l'inondation. Mais toutes les tentatives que nous avons menées, nous avons voulu aller dans une approche participative et conciliante, mais il a refusé, il nous a rejetés. Bon, on s'est rapproché d'eux pour qu'ils puissent nous aider à trouver solution. Bon, au début, ça a été très dur. Ce n'est que la dernière fois quand on s'est soulevé, on avait ras-le-bol, que le promoteur qui est à côté, il est venu avec une pelle et il est arrivé à déboucher une buse et on a eu ce soulagement-là. Mais ce n'est pas suffisant. Le problème d'inondation est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À Djekpota, la population souffre déjà le matin avec le manque d'eau potable et d'électricité. Pour avoir cette matière indispensable à la vie, elle est obligée d'aller jusqu'au quartier voisin pour s'approvisionner. Comment peut-on comprendre que le liquide vital, aujourd'hui, nous n'en avons pas? À Djekpota, il n'y a pas de l'eau courante. Et vraiment, c'est le matis, surtout en période d'inondation, en période de crue, quand on souffle le matis. Vous allez voir le déferlement des bidons jaunes par-ci, par-là, et c'est le quartier qui est à côté, c'est là qu'on va s'approvisionner en eau potable. Il n'y a pas de l'eau de la Soneba Djekpota, il n'y en a pas. C'est seulement des gens qui ont essayé avec le forage, mais l'eau de forage, vous savez, c'est impropre à la consommation. Et quant à l'électricité, l'option récurrente ici est le prolongement des fils électriques sur de longues distances. Conséquence, des toiles d'araignée formées un peu partout dans le quartier, ce qui n'est pas sans séquelles. Nous sommes à 1,5 km de la route inter-État Cotonou-Lomé. Il n'y a pas de l'électricité. L'électricité qui en a, c'est que c'est récemment un projet d'ABEM. On a demandé, on a dit que c'est un projet d'ABEM, mais qui n'est pas allé à son bout. Aujourd'hui, sur les 230 hectares environ que compte Djekpota et qui est peuplé d'habitations, de maisons, de ménages, j'allais dire, à peine le 1/8 a de l'électricité. Alors qu'il y a une fille du nom de Bossou Naomi Marina, revenait du cours du soir vers 18 h. Elle était sur la voie, mais ne voulant pas traverser l'eau, elle était obligée de marcher par équilibrisme. Et elle a chuté. Dans sa chute, elle voulait par réflexe attraper les ailes. Quand elle est allée attraper le fil électrique, et il y a eu une mort subite. Aujourd'hui, les maux dont souffrent les populations de Djekpota sont nombreux. Après les multiples sollicitations des autorités locales et communales, elles en appellent désormais à la bienveillance de l'exécutif. Et c'est sur cette réalité de vie à Djekpota, dans la commune d'Abomey-Calavi, que se clôture le 13h au Bénin d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.